Salut, c'est Antoine, on va parler de science et vous êtes sur Antoine versus Science. Là, on est à 3900 mètres d'altitude au Guatemala et sur ma gauche, il y a un des volcans les plus actifs du monde. L'oxygène se fait un peu rare, mais si les nuages se dégagent, on devrait pouvoir le voir. J'espère que la vidéo va vous plaire. Bienvenue sur XP. Dans cette série, je vous emmène dans les lieux les plus insolites scientifiquement de notre planète. On part pour la grande aventure de la découverte et on met la science à l'épreuve du terrain. Rejoins-moi dans ce voyage en t'abonnant à la chaîne et en me partageant en commentaire des suggestions d'épisodes. Il y a quelques mois, je découvrais l'histoire incroyable de Katia et Maurice Kraft. C'est un couple de vulcanologues français qui a tout donné pour leur passion, jusqu'à leur vie. Pendant 25 ans, ils ont parcouru la planète pour étudier les volcans et y faire des expériences. Ils ont beaucoup fait pour vulgariser la théorie de la tectonique des plaques et sensibiliser les gouvernements aux risques volcaniques. Ils sont quelque part sur le spectre entre passionnés et complètement tarés. Je suis donc un scientifique qui ne se prend pas au sérieux, qui estime que la vie est une histoire de fou et qui veut la vivre en fou. Et c'est sur les volcans qu'on peut le mieux vivre sa folie. Leur histoire m'avait piqué et j'ai passé des après-midi entières à lire des pages Wikipédia de volcans. Mais je crois que le seul moyen que je puisse en apprendre vraiment plus sur les volcans, c'est de les sentir trembler sous mes pieds. En 1991, Katia et Maurice sont tués par une coulée pyroclastique sur les pentes du mont Uzen au Japon. Ils sont morts comme ils ont vécu, sur les pentes d'un volcan. Quelques jours après leur mort, grâce à une cassette de prévention qu'ils avaient finie seulement quelques mois plus tôt, le gouvernement philippin décidait d'évacuer les villages au pied du Pinatubo. Ce jour-là, cette cassette, la dernière œuvre de Katia et Maurice, sauvait la vie de 5 à 15 000 personnes. Je savais bien que si j'approchais d'un volcan, je le ferais avec beaucoup plus de précautions. Pourtant, leur histoire montre bien que les volcans sont littéralement l'enfer sur Terre. En même temps, ils ont ce truc tellement attirant. C'est comme si, à travers cette brèche, la Terre nous laissait entrevoir ses entrailles. Et en prenant mon sac pour le Guatemala, je ne le savais pas encore, mais les volcans allaient moi aussi me pousser à mes limites. Next stop, Geneva Airport. Où vous voyagez? Je vais au Guatemala. Je viens d'atterrir à Guatemala City. Première étape, je me prends une carte SIM. Deuxième étape, je retire du cash. Et troisième étape, je me casse d'ici parce que c'est super dangereux comme ville. Bienvenue à Antigua. Les murs colorés de cette ville te font instantanément te sentir chez toi. L'architecture coloniale est dingue et une fois arrivé dans cette ville, j'avais plus envie de voyager. Je voulais juste profiter de la ville, boire des cafés en terrasse et regarder les gens marcher dans la rue. Ce qui donne peut-être ce charme fou à Antigua, c'est qu'elle est coincée entre 3 volcans. Agua, Fuego et Acatenango. En tout au Guatemala, il y a 27 volcans. Et s'ils sont tous sur l'ouest du pays, c'est pas un hasard. En effet, Antigua est sur la frontière entre 2 plaques tectoniques, la plaque de Cocos et la plaque des Caraïbes. La plaque des Caraïbes se déplace de 2,5 cm par an vers le nord-ouest, alors que la plaque des Cocos, elle se déplace de 8,5 cm vers l'est. Donc ça rentre en collision. Pour te donner un ordre d'idée, c'est à peu près la vitesse à laquelle tes ongles poussent. Enfin ceux de tes mains, parce que ceux de tes pieds, c'est 3 fois plus lent. Résultat, la plaque des Cocos plonge sous la plaque des Caraïbes, et ce phénomène s'appelle la subduction. La plaque des Cocos est forcée de plonger en profondeur, là où les conditions de température et de pression sont beaucoup plus intenses. Du coup, la croûte fond, elle se liquéfie et elle forme des bulles de magma liquide qui remontent vers la surface comme des bulles de champagne en fait. La différence avec les bulles de champagne, c'est qu'au lieu de remonter jusqu'en haut et d'exploser en haut, elle va rester coincée dans des chambres magmatiques. Pour Fuego, une étude de 1981 a montré qu'il y a en fait 2 chambres magmatiques. Une première est très grande, à 10 km de profondeur, elle collecte le magma produit d'une grande zone aux alentours. Et elle est reliée à une deuxième chambre, beaucoup plus petite et beaucoup moins profonde, à 3 km de profondeur. Et dans cette seconde chambre, la pression s'accumule, le magma augmente jusqu'au moment où la pression est trop élevée et le volcan entre en éruption. Ce comportement, on le retrouve tout autour du Pacifique, et tous ces volcans forment la grande ceinture de feu du Pacifique. On est sur le toit de mon auberge et derrière moi il y a un énorme volcan. Et c'est pas le volcan qu'on va monter, c'est un autre volcan. Ce volcan, il y a des croyances locales qui disent qu'il faut absolument pas le monter. Et du coup il n'y a aucun guide qui acceptera de nous emmener là-haut. Non, nous le volcan qu'on va escalader, il s'appelle le volcan des Acatenango. Il est plus en activité, par contre il est juste à côté du volcan des Fuego qui lui est carrément en activité. Il y a une éruption toutes les 30 minutes à peu près, donc ça bastonne et on va essayer de s'approcher au plus près, évidemment en restant en sécurité. Du coup c'est ça le plan. Enfin je dis un plan, en fait il n'y a pas de plan du tout parce que j'ai rien d'organisé. Là le plan pour le coup pour les 3 prochains jours c'est essayer d'organiser cette
expédition, donc il faut que je me trouve un guide, il faut que je me trouve de l'équipement, il faut que je me trouve une tente, il faut que je me trouve un manteau, il faut que je me trouve un bonnet, des gants, des bâtons de marche. Et puis je vais aussi essayer de faire pas mal de sport parce que cette montée elle est quand même réputée pour être un niveau assez difficile. On monte presque jusqu'à 4000 mètres, donc il y a des problèmes d'altitude, il faut quand même s'habituer à cette altitude là. Pour être tout à fait honnête, j'ai un petit peu peur, mais ça devrait le faire. Pour l'instant toutes les expés se sont bien passées, c'est pas celle-là qui va merder quand même. Ok, alors je viens d'appeler un certain nombre de guides au téléphone et on a un petit souci, c'est qu'en fait pour les prochains jours il va pleuvoir. On est pile à la transition entre la saison sèche et la saison humide et du coup commence à y avoir quelques grosses journées de pluie. Et s'il pleut c'est pas si grave, c'est pas la pluie qui va me tuer, mais le problème c'est qu'on risque de pas bien voir le volcan et c'est dommage pour la vidéo quand même. Du coup je vais reporter la vidéo de quelques jours et je vais profiter de ces quelques jours pour aller travailler tranquille au bord du lac. En partant pour le lac Atitlan, je m'attendais pas à me retrouver chez les hippies. En effet, à 1 heure de bateau, une communauté de quelques douzaines d'Européens vit d'eau fraîche et de crypto-monnaies. J'ai été très bien accueilli, certains m'ont invité chez eux et d'autres m'ont proposé du LSD sur la plage. L'avantage des hippies, c'est qu'ils sont gentils et j'aurais pas pu trouver un meilleur endroit pour organiser mon expé. Je me suis trouvé un guide et de l'équipement, j'allais rejoindre un groupe de 15 personnes qui faisaient le trek sur 2 jours. En plus, les quelques voyageurs que j'avais rencontrés à mon auberge se sont chauffés pour venir avec moi sur le volcan. Résultat, nous voilà 3 jours plus tard, au pied de Acatenango, des sacs de 14 kg sur le dos et 2500 mètres de dénivelé positif devant nous. On y va? Je vous présente Thomas, il vient aussi de Lausanne. Pour commencer, on a 6 heures de montée qui nous attendent jusqu'au base camp. Base camp, on va pouvoir se reposer un peu et puis de là, il faudra attaquer la montée finale. Mais a priori, le plus dur, c'est d'aller au base camp. Et en fait, le plus dur d'aller au base camp, c'est la première heure 30 parce qu'on marche dans du sable et on passe dans des champs. Et vu qu'on est dans des champs, on peut pas faire des zigzags, on est obligé d'aller tout droit direct dans la montée. Du coup c'est vénère. Pour être tout à fait honnête, c'est pas la première fois que je monte un volcan. J'en ai monté un il y a 3 ans en Indonésie. Et j'avais dû abandonner parce que j'avais fait une intoxication alimentaire et je faisais caca partout. Du coup j'ai dû redescendre. Putain quel con, j'ai oublié mes bâtons genre 300 mètres en bas, du coup je dois retourner les chercher, je dois tout remonter. Il y a tout le groupe qui m'attend. Bon c'est pas grave, faut que je me grouille mais putain quel con. Hola. He olvidado mis batones. Ah, gracias. No los olvides. Gracias. À peu près toutes les 20-30 minutes, on entend un gros. Et en fait, c'est Fuego, c'est le volcan qui. Enfin, toutes les 20-30 minutes, il y a des éruptions en fait. Du coup, hâte d'arriver au base camp parce que de là-haut, on devrait pouvoir voir avec un peu de chance. Il y a encore l'incertitude des nuages, il faut que les nuages partent. Doing good? Yeah. Après 5 heures de marche, on arrivait enfin au camp de base, à 3900 mètres d'altitude. Pourtant, Fuego se cachait toujours dans les nuages, et on a à peine eu le temps de découvrir nos refuges, qu'il fallait déjà repartir. Come, check out my crib. Ah, viens check out my crib. Ok. On a nos lits. 1 lit, 2, 8 lits. Et la salle de bain? Salle de bain dans le coin. Hop, combien sur TripAdvisor? 7. 7 sur 10? Non, juste 7. Intérieurement, je me disais que la montée avait pas été si terrible. Mais ça, c'est parce que je ne savais pas ce qui nous attendait. Et d'ailleurs, j'ai vite compris que Fuego, ça rigolait pas. Ici, normalement, on est censé avoir une vue directe du volcan. Le volcan, il est genre à 6-7 km. On est censé bien le voir. Et de nuit, on est censé voir les éruptions. Mais là, on est genre littéralement dans un nuage. Du coup, c'est un... Enfin, j'ai pas envie de me plaindre, mais c'est un peu nul, quoi. On est venu là pour voir le volcan et... C'est chaud pour Fuego, tu vas te faire brûler la moustache un peu. Mais le protocole de sécurité, on n'est pas trop sûr. C'est très très près de l'éruption du volcan quand même. On va essayer de pas prendre trop de risques. On va essayer d'avoir de la bonne météo et puis c'est parti. Hein. À peine reparti du camp, l'ambiance du groupe n'était vraiment pas au top. La météo s'est très rapidement dégradée et avec elle, nos chances de voir le volcan. Je crois qu'à ce moment-là, il aurait suffi qu'une seule personne renonce pour que tout le groupe abandonne. En plus, je souffrais du mal de l'altitude et j'ai dû demander des médicaments au guide. Pour aller sur l'autre volcan, on descend en altitude, on passe un col et ensuite on remonte en altitude. Mais quand on va remonter en altitude, on va remonter dans les nuages et ça va être le même problème.
remontant, c'était de pire en pire, jusqu'à devenir carrément apocalyptique. Seul le bruit du volcan nous rappelait qu'on était à quelques centaines de mètres à peine. J'avais abandonné l'idée de le voir, jusqu'à ce qu'il se passe ce à quoi personne ne croyait plus. Il y a tout qui se dégageait. Genre incroyable. Genre c'est magique. Genre en une seconde tout s'est dégagé. Perché sur une crête entre un orage à notre droite et le volcan à notre gauche, on a eu le droit à un drôle de spectacle, une démonstration de force de notre planète. À chaque éruption, c'est le sol entier qui tremblait. Il fallait quand même minimiser notre temps proche du volcan, et après 45 minutes, on a pris le chemin du retour vers le camp de base. Cette fois-ci, les derniers kilomètres ont vraiment poussé mon corps à bout. Sans l'excitation de voir le volcan, avec la nuit et les 0 degrés ambiants, j'ai vraiment cru que mes jambes allaient me lâcher. J'ai pas honte de le dire, cet expé est le plus gros effort physique que j'ai fait de ma vie. Mais la douleur des courbatures était de très loin dépassée par la joie d'avoir vu le volcan. En 2018, Fuego est entré en éruption de manière beaucoup plus violente, et 114 personnes ont été tuées. Quand le volcan entre en éruption, la nuée ardente balaye tout sur son chemin. Il y a d'abord une onde de choc qui se propage dans l'air, et ensuite elle est suivie par la coulée pyroclastique. C'est comme une avalanche de pierres, de cendres et de gaz qui se propage le long des pentes du volcan par gravitation. Elle se déplace à plus de 100 km/h et elle peut monter jusqu'à 700 degrés, autant dire qu'il vaut mieux pas être dans les parages. Et enfin, le nuage pyroclastique s'élève au-dessus du volcan. En 2018, les cendres sont montées jusqu'à 15 km d'altitude. C'est l'onde de choc, la coulée pyroclastique et le nuage pyroclastique qui ensemble forment la nuée ardente. Et pourtant, c'est pas le plus dangereux. Le plus meurtrier, c'est les lahars. Lahar, c'est un mot d'origine indonésienne qui désigne les coulées de boue d'origine volcanique. Après l'éruption, il y a tous les produits pyroclastiques, les cendres, les pierres qui sont sur les pentes du volcan, encore brûlants. À ce moment-là, s'il pleut, ça va former des énormes coulées de boue qui détruisent tout sur leur chemin. Ils peuvent survenir juste après l'éruption, s'il pleut ou si la chaleur du volcan a fait fondre un glacier par exemple, mais aussi parfois plusieurs mois ou années plus tard, et ça reste toujours super dangereux. Jusque là, on a eu que la moitié de l'histoire. Fuego, c'est un volcan explosif, mais il existe aussi des volcans effusifs. Les éruptions effusives, c'est quand la lave est beaucoup plus fluide et elle coule le long du volcan. C'est ce qui se passe en ce moment en Islande par exemple. En général, ces éruptions effusives, on les voit le plus souvent le long des dorsales océaniques, comme en Islande du coup. Là, on est monté à un deuxième volcan qui s'appelle Pacaya, qui est complètement différent du premier qu'on a vu. Il est derrière moi, en fait, le volcan, on le voit pas, il est caché dans les nuages. Et en fait, tout derrière moi, c'est un énorme champ de lave qui coule très doucement et toute la nature qui est là brûle au fur et à mesure qu'il avance. Du coup, on va pouvoir s'approcher un peu, faire attention quand même à pas se brûler. Mais on va pouvoir vraiment littéralement approcher de la lave, contrairement à hier où c'était juste des énormes explosions. C'est pas facile de marcher aujourd'hui parce que ça fait mal aux jambes. La différence avec les éruptions explosives, c'est la composition du magma. Quand le magma contient beaucoup de silice, la lave est plus visqueuse, plus collante. La lave emprisonne le gaz et les bulles peuvent pas s'échapper, jusqu'au moment où il y aura une très grande éruption où le gaz va être libéré et va emmener avec lui le magma. Ça, c'est Fuego par exemple. À Pacaya, l'éruption est effusive parce que la lave contient moins de silice. Elle est plus liquide et elle laisse les gaz s'échapper. Du coup, on a des coulées de lave plutôt que des grandes explosions. La lave y est chaude, elle contient beaucoup de basalte et ça donne un paysage qui est complètement différent. En fait, on peut très facilement savoir si un volcan a un magma liquide ou visqueux juste en le regardant.
Plus la lave est visqueuse, plus la pente du volcan est forte. Si elle est plus liquide, le cône du volcan peut être très haut, mais la pente sera moins marquée. Dites-moi en commentaire, c'est lesquels vos préférés? Les volcans explosifs ou effusifs? Ce qui est cool avec les effusifs, c'est que tu peux vraiment voir la lave, etc. Mais les explosifs, ils sont beaucoup plus impressionnants et beaucoup plus dangereux aussi. Genre c'est un petit côté un peu pâte à modeler, bon tu peux pas le casser et tout, mais tu sens que c'est un peu collant en fait. Je reste 30 secondes pour faire la vidéo, mais je vais pas rester beaucoup plus longtemps parce qu'il fait au moins genre 50-60 degrés. C'est fou de voir le truc qui avance et qui brûle tout sur son chemin, c'est genre inéluctable. Et on voit le truc et des fois on voit des gouttes qui tombent comme ça, c'est assez stylé. Par contre il fait chaud. Oh, the way I hear the melody, the waves bring clarity, running through me. You can't take this away from me. Là on est juste à l'endroit tout au bout de la rivière de lave, à l'endroit où la lave arrive vraiment. Dans les derniers jours, ça a carrément fait les news dans le monde entier, ce volcan. Oh wow. Ce volcan il est parti en activité hyper violente et ce qu'il y avait derrière moi c'était littéralement des rivières de lave énormes. Et puis maintenant ça s'est un petit peu calmé, mais on voit quand même un peu la lave qui sort. Si la lave elle est rouge comme ça, c'est à dire qu'elle est largement au-dessus de 1000 degrés. Donc ça rigole pas. Quand un volcan entre en éruption, il détruit tout aux alentours. Et en même temps, les cendres qu'il dégage vont fertiliser les terres de toute la région. Ces terres très fertiles, c'est comme un piège tendu par les volcans aux humains. En s'approchant, les agriculteurs augmentent leur production et le cours de l'histoire a construit beaucoup de grandes villes à proximité directe des volcans. Les volcans sont à la fois la source de la vie et des tueurs sans pitié. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo en entier. Je vous invite à regarder les autres épisodes d'XP et à vous abonner à la chaîne. Dans 2 semaines, pour le prochain épisode d'XP, on restera en Amérique centrale et je vous emmènerai dans la barrière de corail mésoaméricaine. Partagez la vidéo à vos amis et à bientôt sur la chaîne. Ciao!